sur toutes les scènes du monde. En direct du studio 11 à Montréal, Radio-Canada et ses postes affiliés vous présentent ce soir Tout pour le mieux de Pirandello. Adaptation radiophonique, Jacqueline Fallet. Réalisation, Olivier Mercier-Coin. En voici la distribution, Martino Lori, conseiller d'État, Roland Chenaille. Salvo Manfroni, sénateur, Guy Provost. Palma Lori, Monique Miller. Marquis Flavio Gualdi, Marie de Palma, Guy Godin. Madame Barbetti, grand-mère de Palma, Rose Rédusil. Carlo Clarino, dit Charlot, fils de Madame Barbetti, Jean Faubert. Mademoiselle Chase, demoiselle de compagnie de Palma, André Saint-Laurent. Le comte Veniero Bongiani, Jean Doyon. Le vieux valet du sénateur Manfroni, Michel Maillot. Le valet du marquis Flavio Gualdi, Robert Morac. Tout pour le mieux a été représenté pour la première fois au Théâtre de l'Atelier à Paris en 1926. Cette pièce a été reprise au Théâtre du Tertre en 1962. L'action se déroule à Rome en 1925. Nous sommes dans la maison des Lori. C'est une maison bourgeoise dont l'ameublement est de bon goût mais sans luxe. C'est le jour du mariage de Palma Lori et des corbeilles de fleurs garnissent les pièces. Mais voici qu'entre une femme d'une soixantaine d'années, cheveux teints, vulgaires, elle est habillée avec un luxe criard de provincial riche. Un homme d'une trentaine d'années l'accompagne, c'est son fils. Il est habillé à la dernière mode et a l'air affecté d'un osseur blasé que tout ennuie. Il y a quelqu'un? On peut entrer? Il n'y a personne? Entre, Charlot, entre. Oh, attention, maman, prends garde. Oh, ne continue pas à m'ennuyer, n'est-ce pas? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons? Nous planter au milieu du grand salon comme deux Mais candélabres. pour pénétrer jusqu'ici, il faut un certain toupet. J'ai besoin d'être renseigné, de trouver quelqu'un qui me renseigne. Oh, il n'y a donc pas de sonnette dans cette pièce. Tu veux à toute force nous attirer quelque avanie. Résignons-nous à être ridicules. Quel Savani? Quel ridicule, imbécile! Quand j'apporte un cadeau princier, une broche de 3700 francs? Oh, je voudrais bien savoir où est allé se planquer cet idiot du domestique. Et là, garçon! Garçon! Oh, il doit être à l'église, comme tous les autres domestiques pour assister au mariage. En laissant la maison seule? C'est une chance pour nous. Sauvons-nous, maman, il est encore temps. Tu vas rester là, n'est-ce pas? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons? Je vais t'apprendre à vivre avec les personnes bien élevées. Ça va être gai. Et je te préviens que tu ne mangeras pas mes soupes plus longtemps. Oh, maman, voyons, maman. Tu vas voir à partir d'aujourd'hui. Et Nini, fini. Tout ça parce que tu espères qu'ils vont nous faire bon accueil. Bon, qu'il nous reçoit bien ou mal, ce sera pareil. Je suis venu exprès de Pérouse. À partir d'aujourd'hui, tu vas suivre le droit chemin, ou sinon, ton beau-frère viendra. Mon beau-frère, maman, ne dis pas ça. T'en supplie. Il me donne des sueurs froides. C'est parfaitement ton beau-frère. Tu en fais des histoires. Maman, si tu le répètes encore, je t'avertis. Je te laisse là, toute seule. Comment veux-tu que Je n'ai pas la moindre envie d'être pris par les épaules et jeté dehors, avec un coup de pied au bas du dos. Ah mais non, pas la moindre envie. Es-tu mon fils, oui ou non? N'insiste pas, maman. Tu n'es pas mon fils? Je te dis, maman, de ne pas insister. Tu sais bien qu'il ne s'agit pas de toi. Que sont ces insinuations, imbéciles? Enfin, c'est une dispute que tu me cherches dans cette maison. Commence par me traiter avec respect. Mais maman, je te traite avec respect. Je voudrais que tout le monde te traite avec respect. Voilà pourquoi je te répète encore une fois. Fichons le camp. Non, non et non. Veux-tu que je te dise ce que tu es? Tu n'es qu'un pauvre d'esprit, un idiot. Enfin, qu'est-ce que c'est que toutes ces balivernes? Les premiers temps avec ton père, c'est entendu, la situation n'était pas régulière. Bon. Mais nous nous sommes mariés après. Non, je te le fais pas dire. Après. Mais avant ou après, tu as tout de même fini par devenir légitime, aussi parfaitement légitime que ma pauvre Sylvia. Ce n'était que ta demi-sœur, c'est entendu, ta demi-sœur. Mais il n'empêche que ce monsieur Martino Lori, mari de ma pauvre Sylvia, et par conséquent mon gendre, doit te considérer, dans une certaine mesure, tout au moins comme ton beau-frère.
Rien de plus clair. Je dis comme toi, si on fait abstraction d'avant. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, ça signifie que tu ne tiens pas compte de ce qui s'est passé avant, de l'irrégularité d'avant. Oh, baliverne, je te dis. Mais qui veux-tu qui y pense encore? Mon premier mari est mort depuis 20 ans. Et moi, qui suis le fils de ton second, dans les 32. C'est une irrégularité assez grave, il me semble, dont t'as pas assis ton premier mari. C'est tellement grave que tu n'aurais pas eu, j'en suis sûr, le courage de te présenter ici si ta fille Sylvia vivait encore. Mais puisqu'elle est morte, puisqu'il y a 16 ans qu'elle est morte, c'est un bail, ça. La fille de ma fille se marie aujourd'hui, et je me présente à elle avec un beau cadeau de noces. Quoi de plus naturel? Si tu te présentes comme une grand-mère, c'est parfaitement admissible. Tu es sa grand-mère. Personne ne peut le nier. Sylvia était ta fille, elle est la fille de Sylvia, il n'y a rien à dire. Tu es sa grand-mère. Mais ne mêle pas les hommes à cette affaire. Si une parenté entre père et fils n'est jamais certaine, eh ben, juge un peu entre beaux-frères. Qui est là? Ah, enfin. Nous cherchons quelqu'un. À qui ai-je l'honneur de parler? Je suis la grand-mère de la mariée, et voilà son oncle. Ah, la grand-mère. Et l'oncle. Nous arrivons de Pérouse. J'ignorais que madame fût attendue. Oh, mais nous ne sommes pas attendus. C'est une surprise. Dans ce cas, mais veuillez vous asseoir. Merci. Et si je ne suis pas trop curieuse, vous êtes ici... Je suis, comment dire, auprès de mademoiselle Laurie pour lui tenir compagnie. Vous êtes la dame de compagnie? Si vous voulez. Je suis plutôt une amie de Palma. Oh, mais très bien, très bien. De Palma. Je suis désolée que mademoiselle ne m'ait pas avertie. Mais non, c'est une surprise que nous lui ménageons. C'est qu'elle est sur le point de partir. Naturellement, c'est ce que je disais à ma mère. Oh, toi, fais-moi le plaisir de te taire. Nous avons fait une erreur. On nous avait dit que le mariage serait célébré demain matin. Nous avions pensé arriver la veille des noces. C'est hier qu'a eu lieu le mariage. Hier, vraiment? Le mariage civil, oui, madame. Ce matin, c'est le mariage religieux. Oh, oui. Hier, le mariage civil. Aujourd'hui, le mariage religieux. Oh, mais c'est très bien, très bien. Nous ne vont plus tarder à rentrer. En grand cortège, n'est-ce pas? Il y aura un grand dîner. Non, madame, rien du tout. Comment, rien du tout? Enfin, tout de même, voyons, quand on épouse un marquis... Oui, mais c'est peut-être la raison. La marquise douairière... ne voulait pas de ce mariage. Mais pas du tout, madame, au contraire. Si seulement vous voyez quel cadeau elle a envoyé. Seulement, elle est en assez mauvaise santé, voilà. Oh, parfaitement, nous comprenons. Au retour du voyage de noces, elle donnera dans son hôtel une grande fête en l'honneur de sa belle-fille. Alors ici, aujourd'hui? La fête est finie. Oui. Le jeune couple va s'arrêter un moment, je crois, pour permettre à la mariée de changer de robe. Il y aura les témoins, quelques amis de monsieur le marquis et de monsieur le sénateur. Mon gendre est sénateur. Tu entends, Carlo? Il a été nommé sénateur. Non, madame. Je voulais parler de monsieur le sénateur Manfroni. Ah? Ce n'est pas mon genre. Mais alors, qui est ce Manfroni? Voyons, maman, Salvo Manfroni, qui a été député de Pérouse et qui ensuite a été ministre. Oh, oui, je sais. Ah, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Comment ce qu'il vient faire? Mais c'est lui qui a fait arriver ton gendre au Conseil d'État. Ah oui? Et quand il était ministre, il l'avait pris comme chef de cabinet, tu ne te rappelles pas? Je te l'avais pourtant dit à l'époque. J'étais moi-même introduite ici par monsieur le sénateur. C'est un ancien élève de son premier mari, maman. Oh, mais parfaitement. À présent, je me rappelle, élève de mon premier mari. Comment? Madame serait la veuve de Bernardo Agliani. Moi-même, en personne. Oui, mademoiselle. De cette gloire de la science. Ma petite fille vous en a parlé. Mais tous les livres de classe parlent de lui, madame. Il est mort subitement, vous savez, dans son... Charlot, comment appelle-t-on? Un laboratoire, maman. Oui, bien, c'est ça. Son laboratoire... De physique, maman. Oui, c'est ça. De physique. Foudroyé. Tous les journaux en ont parlé. Je sais, madame, je sais. Quelle pitié. Ah, j'ai bien regretté à ce moment-là de n'avoir pas eu la patience de rester avec lui jusqu'à la fin. Et avant, il n'arrêtait pas d'étudier et de faire un premier livre. Tu vois bien, maman, que mademoiselle est au courant. Et Salvo Manfroni aussi. C'est lui qui a fait imprimer le dernier. Posthume. Oui, c'est vrai. Une œuvre... Comment appelle-t-on? Posthume, maman. Une œuvre posthume. Non, ce n'est pas ça. Une œuvre que ce Manfroni a prise parce que mon mari l'avait laissée. Enfin, comment appelle-t-on? Ah, inédit. Oui, précisément. C'est le mot que je cherchais. Il a pris cette œuvre et il est devenu célèbre. Sénateur. Ne dis pas que M. Manfroni l'a prise. On dirait qu'il l'a volée. Non, il s'agissait de notes pour un nouvel ouvrage. Que Salvo Manfroni a élaboré, développé, complété. Avec le plus grand Un succès. succès que je crois bien mérité. Sans rien enlever, bien entendu, au mérite de son maître. Ce n'est pas ce qu'on dit à Pérouse.
Ah non, alors. Je suis capable de le lui dire en face, vous savez. Voyons, maman. D'ailleurs, mademoiselle, on a bien profité, d'après ce que j'ai entendu dire. Ça a été une grande chance pour elle. Qu'est-ce qui a été une chance? Eh bien, que M. Manfroni ait trouvé chez M. Laurie ces papiers inédits sans maître. Une chance pour lui. Pour lui, peut-être. Mais aussi pour mademoiselle Palma, qui était encore un bébé. Forcée de travailler ici même, car la pauvre madame Laurie tenait à ses papiers, paraît-il, comme à la prunelle de ses yeux. Il s'attacha à Palma, et après la mort de madame, il prit sous sa protection la pauvre petite orpheline. Il était célibataire, riche. Il l'a élevée comme sa propre fille. Et c'est lui maintenant qui lui a trouvé ce beau parti. C'était tout naturel. Il a rendu à la petite ce qu'il avait pris au grand-père. Mais il a dû aussi s'occuper de mon gendre. Il l'a toujours traité comme un frère. Dites un peu, mon gendre, comment est-il fait? Mais madame doit le savoir. Pas du tout, figurez-vous. Il y a si longtemps que ma fille est morte. Elle voulait entrer dans l'enseignement. Elle était venue ici à Paris, et ensuite à Rome, après la mort de son père. Elle y a connu ce Laurie qui était rédacteur au ministère. Elle l'épousa sans même me consulter. Oui, ma pauvre Sylvia, victime pourtant elle aussi, tout comme moi, de la science de ce sacré bonhomme, a toujours eu pour lui une véritable adoration. Il ne fallait pas s'y toucher. Vous comprenez, une fille peut s'adapter, mais une femme finit par se lasser. Et moi, je ne vous le cacherai pas, j'avais fini par me lasser. Eh bien, du jour où j'ai quitté mon mari, je n'ai plus eu le moindre rapport avec ma fille. Elle est morte après 7 ans de mariage. Et voilà pourquoi j'ignore comment était mon genre. Vous ne l'avez jamais vue? Jamais. Oh, mais alors, vous ne connaissez pas non plus mademoiselle? Non plus. Oh, dans ces conditions... N'est-ce pas? Le moment de nous présenter vient mal choisi. Je l'ai fait remarquer à ma mère. C'est que vous comprenez... L'embarras d'une explication. Un jour pareil. Quel embarras! Expliquez quoi? Une grand-mère apporte un cadeau de noces à sa petite fille, voilà tout. Il aurait mieux valu certainement arriver la veille du mariage. Mais Palma se moque bien qu'on lui explique des choses si anciennes. Et pour mon gendre, veuf depuis 16 ans, pourquoi veux-tu qu'il s'intéresse encore à un beau-père qu'il n'a pas connu et au rancune de sa femme? Il ne doit même plus penser à sa femme. Ah non, sur ce point, vous vous trompez, madame. Il y pense encore. Constamment. C'est même pour une femme, comment dire, c'est une chose à vous mettre en colère. En colère, non pas contre lui, mais contre nous-mêmes, femmes, dont nous savons mal nous estimer à notre prix. Voir un homme encore brisé après 16 ans par la mort de sa femme, presque annihilé. Annihilé? Comment ça? Ah, ses yeux, comment dire. Si vous voyez comme il regarde, comme il écoute, on dirait que les choses, les bruits, les voix, même les plus familières, la voix de sa fille, de son ami, ont un aspect, un son qu'il ne parvient plus à saisir. On dirait qu'autour de lui, la vie, comment dire, s'est raréfiée. C'est peut-être à cause de l'habitude qu'il a prise. Quelle habitude? Il boit? Oh, madame, que dites-vous là? L'habitude d'aller au cimetière tous les jours. Oh, au cimetière? Tous les jours, quelque temps qu'il fasse. Et quand il revient, perdu dans un rêve, il semble tout regarder de loin, de si loin. Les voilà, vous allez m'excuser, ou voulez-vous venir au salon avec moi? Non, je vous en prie. Non, nous allons attendre ici, ce sera mieux. Comme il vous plaira. Moi, je préférerais être ailleurs, tu peux me croire. C'est toi, idiot. Voilà quelqu'un. Madame, vraiment, je ne sais comment vous avez eu l'audace de vous présenter chez moi. Je parle à mon gendre? Je ne suis pas votre gendre. Je n'ai jamais été votre gendre. Vous n'êtes pas le commandeur Laurie? Mais si. Enfin, vous avez épousé ma Mais fille. c'est précisément pourquoi, madame, votre présence ici est un outrage que je ne puis tolérer à la mémoire de votre fille. Est-il possible que vous ne le sentiez pas? Mon Dieu, j'avais cru qu'après tant d'années, cette brouille... Vous vous êtes trompée, madame. Et je ne crois pas que ma fille puisse avoir un sentiment différent du mien quant au respect qui est dû à la mémoire de sa mère. D'ailleurs, la voici. Oh, la voilà, la voilà. Oh, ma chère, comme tu es belle. Je demande pardon, madame. Je suis ta grand-mère, ma chérie, ta grand-mère. Ma grand-mère? Père, j'ai une grand-mère par-dessus le marché. Non, Palma. Comment, non? Palma, je suis la mère de ta maman. Vous ne pouvez le nier, monsieur Laurie. Ne m'obligez donc pas à dire ce que ma fille sait fort bien. Ah, c'est elle, oui. Tu comprends, Palma, que si ta mère était là... Évidemment, mais je ne sais pas, moi. Que veux-tu faire? Mon père prétend que j'ai eu tort de venir. C'est de l'effronterie. Mais non. À quoi bon repenser à tout cela? Comment, Palma? À quoi bon? N'est-ce pas, ma chérie, n'est-ce pas? À quoi bon? Palma, tu trouves étrange que je pense à ta mère? Mais non, pas du tout. Seulement juste à l'instant où je vais m'en aller d'ici. Parfaitement.
plus le droit de s'opposer à quoi que ce soit. Mais madame, ce n'est pas un droit que j'exerce. Prétendriez-vous m'empêcher d'avoir des intentions en faveur de ma petite fille? Non, vraiment, père, tu exagères. Oui. Oui, j'exagère peut-être. Ah oui, tu peux le dire. Mais Dieu soit loué, c'est fini. Oh, je suis désolé. Je ne voudrais pas être la cause. Non, 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 il suffit d'un peu de mesure, grand Dieu. Après tout, c'était une jolie surprise de trouver tout à coup comme ça, sur le seuil de la porte, une grand-mère. Oh, comme tu es belle. Comme tu es aimable, ma petite fille. Donne, Charlot. Quoi donc? Je t'ai apporté mon petit Qu'est-ce cadeau. que faire? Il y a même un petit cadeau. Charlot est mon autre fils. Très heureuse, monsieur. C'est, enfin, comment dire, le demi-frère de ta pauvre mère. Presque un oncle, alors. Et c'est cela. Je suis presque un oncle. Très heureux, vraiment. Tiens, maman, voilà les cartes. Tiens, ma fille, prends. C'est ton cadeau de noces. Oh, que c'est beau! La belle broche! Mais vous avez fait des folies? Oh, tu dois en avoir eu d'autres bien plus beaux. Avec tous nos voeux de bonheur. Oui, ma chérie, avec tout le bonheur que tu mérites. Et je ferai encore davantage pour toi. Écoute-moi, Talma. Ton grand-père, Bernardo Agliani, avait restitué à cette femme tout son argent, y compris l'argent de sa dot qui revenait de droit à ta mère. Et ta mère en avait été très heureuse. Et restée orpheline, elle avait mieux aimé gagner son pain en enseignant. Et c'est ce que tu voudras. Prends ce cadeau, allez, prends. Je suis un trouble fait. Et comme l'a dit madame, je n'ai même plus le droit de parler à présent. Mais enfin, qu'y a-t-il, Palma? Rien, rien. Une belle surprise. Regardez, Flavio. Pas encore déshabillé, Je Palma. viens de trouver une grand-mère dans l'antichambre. Une grand-mère. Et ce n'est pas tout. Pardon, votre nom, monsieur? Clarino, madame. Charles Clarino. Mais voyons, Palma, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Grand-mère, je vous présente le sénateur Salvo Manfroni, Madame. mon mari, le marquis Flavio Gualdi, et notre ami Veniero Bongiani. Et voilà monsieur Clarino, fils de ma grand-mère et presque mon oncle. Vous êtes veuve, n'est-ce pas? Oui, 2 fois, ma jolie, et remariée une 3e. Mais tu vois bien, père. Il n'y a même plus besoin de rappeler Bernardo Agliani ni maman. On peut prendre la chose à la légère et même joyeusement puisque nous allons partir. Mais c'était pour toi, Talma, que je m'y opposais. Au moment où tu quittes cette maison... Ma chérie, il faut aller vous changer, il est temps de partir. Oui, j'en ai pour une minute, Flavio. Mais conduisez donc ma famille dans le petit salon. Grand-mère, oncle Charles, n'est-ce pas? Oui, oui, Charles. Oncle Charlot, si vous permettez, je vais quitter ma robe de mariée. Flavio et Veniero vont vous tenir compagnie dans ce petit salon. Vous serez mieux par là. Oh, la petite. Je vous en prie. Et après vous, monsieur. C'est juste, monsieur Clarino, vous êtes un peu de la famille. Maintenant que nous sommes seuls, Salvo, je peux te dire que je trouve cette intrusion intolérable. Je t'avoue, Martino, que je ne comprends pas très bien ta fureur. Tu veux donc te couvrir de ridicule? Je te parais ridicule? Mais oui, mon cher. Tu exagères. Tu exagères dans les proportions inqualifiables. Et au moment précis où Palma se délivre et te délivre, sapristi, tu aurais pu te contrôler. Je n'ai pas pu. Ah, je le vois bien. Tu t'es acharné à étaler un sentiment qui, jusqu'à présent, et c'était parfait, servait à excuser bien des choses. Ta négligence envers Palma, par exemple. Tu étais là, Salvo. J'étais là, parfait. Je m'étais attaché à ta fille, que je voyais négligée, c'est entendu. Ce n'est pas exact. Mais je le sais bien. Ce que j'en dis là, c'est l'explication pour le monde. Et je ne le sais que trop, les apparences étaient contre moi. Mais non, Martino, l'apparence, c'était que ton grand deuil, ton trop grand deuil, t'empêchait de t'occuper de ta fille, de la distraire comme tu aurais dû. Mais à présent, c'est assez. C'est trop. Elle te quitte. Et toute cette fureur, parce que cette mégère s'est fait voir le jour de son départ. Franchement, tu aurais pu te l'épargner. Mais tu n'as donc pas vu l'accueil que Palma lui a fait? Elle a accepté sous mes yeux le cadeau que ces gens lui ont apporté. Tu voulais qu'elle le refusât? Et la promesse d'une donation. Un argent dont sa mère a eu le dégoût. La grand-mère lui a fait cette promesse? Et je lui ai jeté sa honte à la face. Et tu ne comprends pas. Mais Dieu du ciel, tu ne comprends donc pas, Martino, que tu étais le dernier à devoir le faire? Pourquoi? Palma, grâce à Dieu, ou plutôt grâce à toi, Palma n'a pas besoin de cet argent. Mais c'est précisément pour ça. Ah, il est incroyable. Précisément pour ça. Pourquoi? Mais tu le sais bien. Ce n'était pas à toi de parler, voilà tout. Je n'en ai pas le droit. C'est cela que tu veux dire, Salvo? Naturellement, tu n'en as pas le droit. Tu ne l'as en aucune façon. Cette femme est riche et mignon. Et tu ne peux savoir si le mari de Palma... Voyons, avec la dot que tu as si généreusement constituée à sa femme... Qu'est-ce que tu chantes? On n'a jamais trop d'argent, Martino. Pardonne-moi, je ne croyais pas. Quoi? Je ne m'attendais pas à ces reproches de ta part, Salvo. Toi qui vénérais et vénères la mémoire de Bernardo Agliani. Ah, celle-là alors. Vraiment, tu vas trop loin. Ça vous dérange, messieurs? Mais non, pas du tout. Entre, Flavio. Elle est impayable, la grand-mère. Franchement impayable. Et le fils encore plus crevant que sa mère.
Il vient de s'engager par contrat à tourner un film pour Bongianni qui est en train de s'en amuser. Ils sont crevants. Très bien. Tu as compris de quoi il s'agissait, Flavio. Mais oui, c'est une bonne plaisanterie. Ouais. Naturellement, raison de plus pour couper court, cela va sans dire. Qui pouvait prévoir qu'elle aurait l'impudence de se présenter ici? Tu comprends maintenant, mon cher Martino, ce que tu as gâché? Tu as gâché une bonne plaisanterie. La farce que cette vieille perruche était venue nous offrir à l'improviste. Ah, Flavio, fais-moi penser tout à l'heure à te dire quelque chose. Je vais à côté leur parler un peu. Ah tiens, viens donc avec moi. Tout de suite, j'aurais aussi à vous parler, Flavio. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. Je ne comprends pas. Pourquoi sont-ils tous si méprisants à mon égard? Oh, te voilà, Palma. Écoute-moi, je ne voudrais pas que ce déplorable incident... Je t'en prie, n'en parlons plus. Ta grand-mère est encore à côté? Je crois que oui. Il est temps de partir. Mais un moment, veux-tu? J'ai à te dire une chose qui me tient à cœur plus que tout. Mais quoi, mon Dieu? J'aurais compris plus tôt, mais à présent, je pars d'une minute à l'autre. Non, à présent que tu me quittes, mon enfant. Mais c'est tout à fait inutile, vraiment. Comment? Tu veux que je te cache au moment où tu quittes cette maison pour toujours ce qui a été, ce qui est encore, ma douleur secrète? Mais oui, je sais. Tu sais. Oui, je sais tout. C'est pourquoi je trouve inutile, comprends-tu, que tu m'en parles maintenant? Mais non, ce n'est pas inutile. Et je vois bien que tu n'as pas deviné quel aspect tout différent de celui qu'il avait pour toi, oui. Quel aspect tout différent avait pour moi le rôle que j'avais accepté. Mon rôle de père négligent et négligé. Mais voyons à présent. Non, laisse-moi parler. Tout cela pour moi a trait à des choses anciennes que tu ne peux pas savoir, non, tu étais trop jeune. Je veux que tu les apprennes avant de t'en aller. Eh bien, parle. Mais cette façon que tu as de me traiter... Mais non, permets. Non, laisse-moi parler. Je ne te la reproche pas. Cette façon que tu as de me traiter donne aujourd'hui doublement raison à ta mère. Allons, écoute-moi. Tu vas me parler encore de maman? Mais oui, elle avait tout prévu. Quoi? Que tu n'aurais plus pour moi aucune considération. Je ne te reproche rien, je te le répète. Mais j'éprouve simplement le besoin de te dire que j'ai voulu acquérir le droit de donner tort à ta mère, qui ne voulait pas. Qui ne voulait absolument pas. Elle ne voulait pas quoi? Mais que Salvo Manfroni s'occupa de toi. Et alors? Mais j'ai voulu, comme je te le disais, acquérir le droit de ne pas tenir compte des bonnes raisons de ta mère. Je l'ai payé d'une longue souffrance que tu n'as pas devinée. Non, non, ne dis pas le contraire, c'est clair. Tu n'as pas deviné cette souffrance. Tu n'arrives pas encore à supposer même qu'elle existe. Qu'en sais-tu? Mais le ton sur lequel tu me parles suffit à m'en convaincre. Si je te parle sur ce ton, c'est précisément parce que je connais la nature de ta souffrance. Je la connais très bien, cette souffrance sur laquelle a été bâtie. C'est cela que tu veux dire, n'est-ce pas? Ma fortune. Mais comment veux-tu que je l'ignore? Mais pourquoi en témoigner tant d'impatience? De l'impatience, non. Mais vraiment, je ne vois pas la raison pour laquelle tu veux m'en faire souvenir au moment même où elle cesse de peser. Et de quel poids? Sur toi, sur moi, sur tout le monde. Voilà ton tort. Laisse-moi te le dire, puisque tu m'y contrains. Mais je me suis tellement tenu à l'écart. Trop dans un sens, pas assez dans un autre. Que veux-tu dire? Tu ne vois donc pas en ce moment précis l'inutilité de toutes ces récriminations? Eh bien, Palma, il est temps que nous partions. Salvo et moi, nous t'attendons. Je suis prête, Flavio. Partons. Je vous suis. Dans une minute. Écoute, Martino, mieux vaut que Palma prenne congé de toi ici. Mais pourquoi Salvo, je l'accompagne à la gare? Non. Mais non, à cause de la famille de Pérouse qui est encore ici. Mais si tu viens, ils vont venir aussi. Il y aura ma soeur, il y aura quelques amis. Alors non, il vaut mieux nous quitter ici. Mais on peut les renvoyer. Mais nous leur avons déjà dit. Mais oui, que tu ne venais pas à la gare. Ils s'apprêtaient à nous accompagner. Ça vaut mieux, va. Quittons-nous ici. Ça vaut mieux, oui. Alors, au revoir. Au revoir, ma fille. Comme ça, brusquement. Je voudrais te dire tant de choses, et je ne sais rien te dire. Sois heureuse. Évidemment, évidemment. Mais crois-moi, Palma, il y a toujours moyen. Madame la marquise n'a plus besoin de moi. Non, vous pouvez disposer. Oh, faites savoir à monsieur le marquis que monsieur le sénateur et moi sommes rentrés de notre promenade. Bien, madame la marquise. Je disais, Palma, qu'il y a toujours moyen de donner aux autres une idée d'eux-mêmes qui les grandissent à leurs propres yeux. Et qui les rendent d'une fatuité insupportable. Mais non, ma chérie, au contraire, qui les grandissent à leurs propres yeux et qui tournent en même temps à notre avantage. Je commence à voir clair dans les êtres. Oh, tu ne vois rien du tout. Ah, écoute-moi bien. Ton mari te parle.
Tu te rends compte que ce sont des propos en l'air. Ils doivent parler. Mais oui, des propos vains sans aucune réalité. Montre-lui qu'ils en ont une. Et puisqu'ils n'en ont pas. Précisément. Tu leur confères une réalité. Tu introduis dans ce que dit Flavio la réalité qui te convient. Mais comme si c'était lui qu'il y avait mise. Il sera tout heureux, crois-moi, de voir ses paroles prendre consistance, revêtir une réalité. Ainsi, peu à peu, tu modèleras ton mari à ton gré, mais en lui laissant l'illusion qu'il n'en fait qu'à sa tête. Esther. Oh, ce n'est pas facile. Ce ne l'est pas en effet. Ce n'est pas que c'est facile, je te dis. Voilà comment agir dans la vie. Il faut une de ces patience. Eh oui, surtout de la patience. Et pas seulement avec ton mari dans cette maison. Tu veux parler de Gina? Elle a un drôle d'air, cette fille. Un air de fouiner partout. C'est récent. C'est depuis que je suis mariée qu'elle a quitté l'autre maison. Tu t'es aperçu toi aussi du changement. Elle est toujours parfaite dans son service. Mais elle est restée grande amie de là-bas. Elle est pourtant au courant de tout. La voici. Madame la marquise n'a besoin de rien. Ah, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur le sénateur. Non, Gina, merci, je n'ai besoin de rien. Tu permets, il faut que je te quitte pour quelques instants. Va, va. Ah, tu n'oublies pas que tu dois sortir tout à l'heure pour aller chez ta belle-mère. Vraiment, encore? Oh, quelle corvée! Si seulement c'était autre chose qu'une maladie imaginaire. Elle a de nouveau la fièvre? Oui, monsieur. Madame la marquise a fait dire qu'elle était souffrante. Oh, rien de grave, n'est-ce pas, mademoiselle? Comme à l'ordinaire, monsieur le sénateur. Oh, il faut que tu passes chez elle, Palma, pour ton mari. Tu as raison. De la patience. De la patience. Chère mademoiselle, je voudrais me mettre un peu à votre école. Vous, monsieur le sénateur? Que dites-vous là? J'admire vos yeux. Vraiment. Ils n'ont rien d'extraordinaire. Ils sont beaux. Et voilà pourquoi je les admire. Mais je les admire aussi pour une autre raison. Ils sont clairvoyants. Clairvoyants. Attentifs, si vous préférez. Mais attentifs sans en avoir l'air. Mes yeux vous semblent attentifs? Non, précisément tout au contraire. Mais ils sont attentifs. Et je voudrais, je vous répète, apprendre d'eux. Quoi donc? Eh bien, tenez, par exemple, à demander quoi donc, comme vous venez de le faire, alors que vous m'avez parfaitement compris. Ah, l'art de faire semblant de ne rien comprendre. Non, non, ça c'est un art plus facile. Il suffit de feindre l'ignorance. Il y en a un autre plus difficile. C'est de ne pas faire semblant de comprendre quand les autres se sont aperçus qu'en réalité nous avons très bien compris. Oh, une chose d'ailleurs que tout le monde a compris déjà. Eh bien, dans ces conditions, quoi de plus simple? Vous vous trompez. Il faut dans ces conditions un naturel beaucoup plus difficile pour simuler cette feinte ignorance que personne n'attend de nous et qui nous fait paraître stupides. C'est possible. Pourtant, cela peut n'être pas un art, monsieur le sénateur. Ah. Et quoi donc alors? Mais, par exemple, une pénible nécessité. Eh, chère mademoiselle, on apprend bien peut-être cet art-là que par nécessité. Voici monsieur le marquis et monsieur Bongianni. Je vous laisse, monsieur le sénateur. Ah, il est encore là. Mon cher sénateur, tous mes compliments. Merci, mon bon ami. Membre correspondant ou membre effectif? Effectif, effectif. Et de la plus illustre des académies étrangères. Les membres correspondants sont assez nombreux, mais les membres étrangers effectifs, un ou deux au plus. Mais, mon cher sénateur, à ce sujet, ôtez-moi d'un doute. Ah non, non, Bongianni, je vous en prie, parlons d'autre chose. Permettez, au sujet de cette nouvelle distinction. Oui, justement, on en discutait au cercle. On se demandait s'il est bien nécessaire que tu attribues... En partie, Flavio. Mais oui, bien entendu, en partie. Le mérite de ta grande découverte scientifique à Bernardo Agliani. Puisque cette découverte, ajoutait-on, est entièrement de vous. Ah, il est clair que mes amis du cercle n'ont jamais vu, fût-ce de loin, mon bouquin. C'est plus que probable, mon cher. Mais oui, tu le dis dans ton livre. Mes enfants, dans l'introduction de mon ouvrage, je me suis fait un scrupule d'attribuer quelques mérites à Bernardo Agliani. Tout le monde prétend maintenant que j'aurais pu m'en dispenser. Si je ne l'avais pas fait... On aurait dit le contraire. Les incompétents. Pas du tout, pas du tout. Les compétents qui savent parfaitement qu'il n'y avait rien dans les papiers de Bernardo Agliani qui me mit sur la voie de ma découverte. Les problèmes de physique qu'il a mis en équation étaient d'un tout autre ordre. Oh, mais cela n'a plus d'importance. Dites un peu, est-ce que la scission est chose faite? C'est une plaisanterie. Ça va finir par une double cotisation à Oui, payer. nous sommes simplement allés nous inscrire au nouveau cercle sans quitter l'autre. Ah, vraiment? Oui, on l'inaugure tout à l'heure.
Et vous allez y venir avec nous, mon cher sénateur. Ah, vous êtes fou. Mais non, pas du tout, tu viens avec nous. Nous l'avons promis. Écoute, pas moyen de faire faux bon. Non, hein. mes petits, moi je reste ici dans mon fauteuil comme chaque soir. Eh bien, nous t'enlèverons de force. Vous m'enlèverez. Si vous saviez de quel prix j'ai payé ce fauteuil. Mais pour un soir, voyons. Je ne vis que pour l'heure où chaque soir après dîner, ce bon Giovanni tourne le commutateur et me laisse dans la pénombre. Non, vous n'allez pas nous lâcher ainsi. Non. D'ailleurs, ce soir, Palma ne sera même pas là. Elle doit aller voir ma mère. Vous parlez de moi? Hein? Bonsoir, Marquise. Bonsoir, cher ami. Qu'y Obligez-le, a-t-il? obligez-le, je vous en supplie, à venir avec nous à l'inauguration du nouveau cercle. Ah, c'est décidément pour ce soir. Et Palma va te convaincre, Salvo. Personne ne me convaincra. Tu sais, Palma, qu'il te faut passer voir ma mère. Est-ce vraiment bien nécessaire? Mais oui, mais oui. Va, va. J'y suis allé avant dîner et j'ai promis que tu y passerais. Oui, tu n'as pas besoin d'y rester bien longtemps. C'est cela, Palma, une petite heure, aller-retour. Je t'attendrai ici sans renoncer à ma joie de chaque jour. Palma, si nous arrivons sans lui, on ne nous laissera pas entrer. Enfin, décide-le à nous accompagner. Je ne vous dérange pas. Allons bon, Martino Lori, maintenant. Bonsoir. Je vous dérange. Mais non, pas du tout. Viens près de moi, Martino. Tu m'excuses, je ne me lève pas. Assieds-toi. Nous sommes sauvés, Vénero. Tu vas voir que Salvo nous accompagnera pour ne pas rester avec Lori. Eh bien, à tout à l'heure, messieurs. Mais où allez-vous à présent, tous les deux? Eh bien, nous passons un moment au On billard. va se mettre à table, Flavio. Et toi aussi, Palma, viens donc un peu, écoute. Qu'est-il? Quelque chose à te dire, viens. Excusez-moi. Mais bien, mon cher vieil ami. Et alors, Salvo, quoi de neuf? Bon, vous étiez peut-être en train de dire des choses que je ne dois pas savoir. Pas du tout, Martino, du tout. C'est ce soir l'inauguration d'un nouveau cercle et Flavio et Veniero complotent contre moi parce que j'ai pris ma retraite. Ah, comme toi. Toi du Conseil d'État, moi de toutes les corvées mondaines, mon cher ami. Tu as tort, toi qui peux avoir tout ce que tu veux. Ah non, non. Merci beaucoup. J'en ai déjà par-dessus la tête. Pour avoir, il faut donner. Donner encore, donner toujours. Ah, si on fait le compte de ce qu'on a donné, de ce qu'on a reçu. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas calculer par rapport à soi la valeur du peu qu'on obtient. Et comment veux-tu la calculer? Par rapport à ce qu'on a donné. C'est ce que je disais. Fait le total, c'est la faillite. Non, permets. Il faut calculer de façon telle que le peu que nous obtenons tire sa valeur pour nous de tout ce que nous avons donné. S'il en était autrement, du moins pour moi, ce serait terrible. Ah, j'ai compris. Tu parles d'autre chose à présent. C'est aussi un doigt et avoir. Un père donne toujours tout. Et recevoir moins que je n'ai reçu. Dis donc un peu, tu as liquidé ta pension au maximum, j'espère. Que veux-tu dire? Rien, je te demande. Et tu ne m'avais jamais jusqu'ici fait sentir tes titres, ton rang. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Tu m'as toujours traité avec la plus grande confiance. Certes. Avec cordialité. Mais oui. Tu es allé jusqu'à me tutoyer et tu as exigé que je te tutoie aussi. Quand cela même aurait pu me gêner. Dans mes rapports avec toi, je crois n'avoir jamais oublié que l'ami était aussi mon supérieur. Mais Dieu du ciel, qu'est-ce que tu racontes? Non, laisse-moi parler. J'étouffe de chagrin. Mais pourquoi? Et tu me demandes pourquoi? Mais tu ne vois donc pas comment on me traite. Mais je suis là en train de causer avec toi. Mais je ne parle pas de toi, tous les autres ici. Et je sais bien qu'il a reçu sa femme de tes mains plus que des miennes. Ah, mais ça permet. Oh, je le sais. De mes mains, il ne l'aurait pas prise. Il y a trop de différences de situation. De caractère aussi, d'éducation. Bah, tu aurais dû le prévoir. Oui, c'est naturel. Il ne peut avoir plaisir à me voir, il me repousse. Mais non. Tu ne me repousses pas. Il m'éloigne par sa façon de me traiter. Mais permets, tu devrais comprendre. Et que mes façons ont peut-être été trop naturelles tout d'abord et que maintenant elles sont devenues trop circonspectes. Mais c'est ton attitude vraiment envers moi comme envers eux. Moi? Mais voyons, tout n'est-il pas pour le mieux? Je trouve que tout est pour le mieux. Parlons net, mon cher Martin. Il y a des situations qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas dès le début. Une fois qu'on les a acceptées, il faut savoir s'y résigner, s'épargner des désagréments inutiles et les épargner aussi aux autres. Mais je suis toujours venu, je viens encore le moins possible. Et cela même te semble indispensable. Quoi? Devenir? Certains jours, avec cette figure que tu prends, on dirait que tu t'amuses à me déconcerter. À venir. Personne jusqu'à présent ne t'a prié de ne plus venir. Viens si tu veux, mais prends un air, un ton plus convenable, qui rend aisé pour tous les rapports avec toi. Il me semble que... Tu t'y es mal pris dès le début, je te l'ai déjà dit. Et à présent, je ne vois plus te remettre. Ce serait, crois-moi, un grand soulagement pour tout le monde, pour toi aussi d'ailleurs, si tu t'y prenais autrement. Et cela, comprends-tu au point de vue de ta dignité même, qu'il m'importe à moi aussi de sauvegarder, et depuis toujours, tu le sais bien. Je suis seul à présent. Avant, j'avais au moins le réconfort de l'amitié dont tu m'honorais.
Pendant des années, tu es venu chaque jour à la maison. Ça permet, il me semble tout naturel, après ce que j'ai fait, de venir ici dans la maison de Talma. Oui, mais au moins sauve les apparences. C'est trop, vraiment. C'est trop de me recevoir comme on l'a fait ce soir devant un étranger. Feniero Bongianni est un ami intime, mon cher. Il faut bien peser les causes pour se rendre compte des effets. Ah, tu ne le peux pas parce que tu ne te vois pas. Moi, je te vois. Et je t'assure que tu provoques pareille réaction. Non, je comprends que pour quelqu'un qui ne saurait rien, cette réaction pourrait paraître exagérée. Mais Bongianni est au courant. Il sait ce que tout le monde sait, ce que sapristi, tu sais parfaitement toi-même. Et voilà pourquoi je dis de cesser, de changer comme a changé la situation. Mais comment pourrais-je changer? Monsieur le sénateur, monsieur le marquis vous demande. À table, Salvo, à table. Nous sommes déjà en retard. Voilà, voilà. Bon, si tu veux venir manger avec nous, Martino. Non, je vais rester là. Tu dînes toujours très tard. Oui, toujours. Bon. Vous restez là, mademoiselle Chahir? Je reste, oui. Je tiendrai compagnie à monsieur Lori. Bon, eh bien, à plus tard. Ne vous dérangez pas pour moi si vous avez affaire, mademoiselle. Non, je n'ai rien à faire. Je reste encore un moment, je voudrais dire 2 mots, Palma. Vous avez su l'élection de monsieur le sénateur à l'Académie? Mon Dieu, j'ai oublié de le féliciter. Oui, j'ai vu ça dans les journaux. Vous devriez mieux cacher le paquet de notes qui est dans votre bureau. Mais comment savez-vous? Vous vous rappelez le jour où je suis venu vous trouver au Conseil d'État pour vous demander quand je pourrais prendre les bijoux de la pauvre madame que vous aviez mis de côté pour les apporter à votre fille? Oui, eh bien, Vous m'avez donné la clé du tiroir de votre bureau. c'est vrai. Mais alors, vous avez... Pardonnez-moi. La curiosité a été la plus forte. Mais ce sont de simples notes. Oui, la première ébauche de l'ouvrage d'Agliani. Vous n'avez pas dû y comprendre grand-chose. J'ai tout compris. Tout. Mais non, les formules, les équations... J'ai trouvé une note écrite de votre main à Sylvia pour qu'elle me pardonne. Ah, cette note... Oui. Oui, j'avais éprouvé le besoin de m'excuser auprès de ma pauvre morte. De vous excuser d'avoir laissé commettre un crime. Mais non, je n'ai rien dit. J'exige que vous ne disiez rien non plus. Promettez-le-moi, mademoiselle. Vous le promettez? Vous êtes trop généreux, monsieur Lori. Non, 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 promettez-moi de vous taire. Je vous le demande au nom de ce que j'ai de plus sacré. Je vous le promets. Je me suis tué parce que si j'avais parlé, j'aurais cru commettre à mon tour un crime contre cet homme qui compensait le mal qu'il avait fait en dépouillant un mort par tout le bien qu'il faisait à ma fille. J'aurais dû détruire ces papiers. Il abuse de la façon la plus odieuse de votre gratitude, sans savoir le mal que vous pourriez lui faire. Je détruirai ces papiers. Non, non, ne les détruisez pas. Mais croyez que je les lui aurais remis moi-même si je n'avais pas eu peur. De le mortifier? Plus que cela. Vous ne pouvez pas savoir ce qui a été pour moi la découverte de ces notes. Oh, pas seulement à cause de l'écroulement brusque de toute l'estime, de l'admiration infinie que j'avais pour lui, non. Non, pas seulement pour ça. Lui, au fond, je ne l'excuse pas, non, mais... Enfin, je pense qu'il a eu surtout la faiblesse de ne pas savoir résister à la tentation. Ces belles découvertes qui s'est trouvées tout à coup entre les mains, il en a profité. Que dites-vous là? Il a commis une action. Horrible, oui. Mais vous ne voyez donc pas, il n'en profite pas, tout l'ennui. Je n'ai pas du tout cette impression. Du moins quand il vient Mais ici. si, il est plein d'amertume, d'âcreté depuis des années. Oh, je l'ai connu bien différent. Et on ne peut pas lui reprocher d'être vaniteux. Pure affectation de modestie. Non, mais pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Pas pour moi, je veux dire, en ce qui me concerne. Oui, je voudrais vous faire comprendre pourquoi je me suis tue, tout en sachant que mon silence me faisait complice du vol. Que je trahissais ma femme, si jalouse de l'œuvre et de la gloire de son père. En souvenir d'elle, vous n'auriez jamais dû. Mais c'est précisément ce que je vous demande de comprendre. Oui, pour vous expliquer ma conduite, mon attitude. J'accepte. Voyez-vous, j'accepte comme un châtiment mérité d'être exclu de la vie du bonheur de ma fille. Oui, je me tiens à l'écart le plus que je peux. Je me réjouis presque qu'on ne m'invite pas à m'y mêler. Oh, c'est cela. Oui. Oui, j'aurais l'impression que ma complicité serait encore plus coupable si je profitais de ce bonheur. Oui, je comprends. Ce châtiment que je m'inflige, cette façon qu'on a ici de me traiter, c'est mon excuse, ma seule excuse. Non, plutôt non, non. Le seul moyen que j'ai d'expier, de payer ma dette envers ma pauvre morte. C'est cela, voyez-vous. Oui, cela explique votre patience, mais cela ne les excuse pas, eux. Oui, vous avez raison. Et j'aimerais bien, en effet, les voir sauver un peu mieux les apparences pour ne pas provoquer... Eh bien, tenez chez vous, par exemple, ce déplaisir. Mais c'est de l'indignation, entendez-vous? De l'indignation que j'éprouve. Et dire qu'il leur serait si facile. Eh oui. C'est ce que je lui disais tout à l'heure à lui-même. Je le lui ai dit. Et même, je vais le répéter à ma fille, n'en doutez pas.
Mais vous, mademoiselle, promettez-moi... Silence, voilà, madame. Le repas est terminé. Pouvez-vous venir un instant par ici, Gina? Immédiatement, madame la marquise. Bon, c'est d'accord. Véniero, vous avez gagné. Merci, mon cher sénateur. Tout le monde en sera très heureux. Hein? Tu es toujours là, Martino. Tu sais que Palma a à sortir. Tu sors avec elle, Salvo? Il vient avec nous, c'est décidé. Allons, partons. Non, une minute, sapristi. Tu as bien une minute, Flavio. Martino, tu veux parler à Palma? Oui, Salvo, j'ai quelque chose à lui dire. Mais j'ai peur qu'elle n'ait pas le temps. Oh, ce ne sera pas long. Ah. Dans ces conditions. Martino, oui. Fais-moi le plaisir de dire à Palma que je vais avec lui au cercle. Je lui dirai. Bonne soirée, messieurs. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. La maison de ma fille. Je suis reçu comme un indésirable. Un étranger qu'on ne tient pas à voir. Que monsieur ne se dérange pas. J'éteins seulement le lustre comme chaque soir. Que monsieur s'installe dans le grand fauteuil. C'est celui de monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur se repose là quand il vient nous rendre visite. Monsieur n'a besoin de rien. Non, je vous remercie. Parfait. Bonsoir, monsieur. Je suis bien, comme ça. Dans cette demi-pénombre. Je ne vois rien. C'est dans ton fauteuil, hein? Papa. Ma fille... C'était toi? Mais c'est si sombre que... C'était moi, oui. Mais alors, tu appelles Salvo Manfroni papa à présent? Depuis quand? Oh, finissons-en. Je l'appelle comme je dois l'appeler. T'as un peu servi de père, c'est vrai. Mais non. Allons, finissons-en une bonne fois avec cette comédie, j'en ai assez. Mais quelle comédie? Que veux-tu dire? Je veux dire que tu sais parfaitement qu'il est mon père, lui et pas un autre. Lui? Ton père? Que dis-tu là? Et tu veux faire semblant de l'ignorer par-dessus le marché? C'est un comble. Que dis-tu? Qui te l'a dit, lui? Oui, c'est lui. Laisse-moi, ça suffit. Qui t'a dit que tu étais sa fille? Et que tu savais tout. Moi? Comment? T'as dit que je savais... Oh, mon Dieu, quelle chose. Mais comment tu lui dis? Dis-moi ce qu'il t'a dit. Que veux-tu qu'il me dise? Je veux le savoir, je veux le savoir. Alors vraiment, tu ne savais rien? Rien. Alors, il t'a dit que ta mère... Mais parle donc. Puisque je ne sais rien. C'était une simple allusion. Il t'a dit que... Mais parleras-tu à la fin? Mais puisque je ne sais rien. Il t'a dit que ta mère avait été sa maîtresse. Mais non. Non, comment non? Mais s'il t'a dit que tu étais sa fille, que tu le sois ou non, s'il a pu te le dire, il est certain que ta mère... Oh mon Dieu, c'est possible, hein? Ce n'est pas possible, entends-tu? Il a menti. Il a menti parce que... Non, ce n'est pas possible. Elle... Mon Dieu. Mais alors... Non. Non. Puis à moins que c'est... À ce moment-là... Comment te sentais-tu après? Ce n'est pas possible. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Il m'avait affirmé que tu étais au courant. Mais toi-même, ta façon de te conduire avec moi, ce que tu as toléré. Ah, c'est cela. Ce ne peut être que cela. Il t'a parlé ainsi parce que je l'ai laissé te servir de père. Non. On t'a vraiment dit que tu étais sa fille. Et toi, aussitôt, tu t'es glorifié du déshonneur de ta mère qui était sa maîtresse. Mais c'est pour cela que vous m'avez traité comme vous l'avez fait. Nous avons cru que tu savais. Je savais ça, moi. Et sachant ça, aurais-je pu supporter d'être ainsi traité? Tu es certainement traité à cette époque, oui. Oui, quand elle voulait recommencer à enseigner. Mais il disait que je ne pouvais pas avoir d'opinion parce que je manquais de nerfs. Voilà donc pourquoi cet enfer de notre première année. Et il s'était entiché de lui tout de suite à son arrivée de Pérouse après la mort de son père. Il avait pris feu pour son jeune député. Et puis je la revois. Tout agitée, tout enflammée quand elle vint me trouver avec lui dans mon bureau au ministère. Il me l'a présenté, me l'a recommandé. Il avait été l'élève de son père, il était député de Pérouse. Il l'a aimé tout de suite. Et c'est moi qui l'ai épousé, naturellement. Et voilà donc pourquoi devenu ministre, il m'a pris comme chef de cabinet. Et moi, aveuglé par la gloire de son père et par le prestige de cet homme, mon chef suprême, mon patron, je n'ai rien vu, rien vu. Et puis c'était l'histoire des papiers.
moi, et depuis ce jour, elle a été mienne. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Pendant 3 ans, elle m'a appartenu comme aucune autre femme n'a appartenu à un homme. Alors voilà d'où est venu mon aveuglement. Je ne m'étais aperçu de rien d'abord. Il ne m'était plus possible de m'en apercevoir après. C'est elle-même qui avait effacé avec tout son amour, jusqu'à la trace de la trahison. Cet amour a été tel qu'il m'empêchait de rien découvrir, même après sa mort. Mais comment as-tu pu croire que je savais? Mais tu m'as vu pourtant depuis ta petite enfance aller chaque jour sur sa tombe. Oui, mais c'est pour ça que Toi! je ne t'ai jamais caché. Ah oui, ton irritation, c'est vrai, mon Dieu, tous. Et c'est donc pour cela, votre mépris. Vous croyez que je savais que je me taisais? Eh bien, pourquoi me serais-je tu si j'avais su que tu n'étais pas ma fille? Pourquoi aurais-je fait semblant de ne pas m'apercevoir de votre mépris? Je le vois à présent, vous m'avez méprisé. Mais sachant que tu n'étais pas ma fille, je ne pouvais pas feindre par égard pour toi, pour ton avenir. Et bien alors, pourquoi? Pour moi, pour ma carrière, vous m'avez cru capable de ça, au point d'aller chaque jour au cimetière jouer la comédie. J'ai donc été à vos yeux le dernier des misérables, le plus vil des hommes, Non, le plus vil, comment en être davantage? Non, nous avons cru que tu voulais t'entêter. Mais oui, vous me l'avez dit assez souvent que je m'entêtais, que j'exagérais. Ah, c'est vrai, oui, oh, vous m'avez toujours parlé clairement, c'est moi qui ne comprenais pas. Ah oui, je dois reconnaître votre franchise. Vous m'avez témoigné votre mépris de toutes les façons. Et moi, pendant ce temps, mais où étais-je? Qu'est-ce que je faisais? Alors, j'ai donc toujours vécu hors de la vie. Personne ne m'a trahi, personne ne m'a trompé. Que de choses à présent me reviennent. J'ai pleuré 16 ans, mais 16 ans. Allons, pense. C'est aujourd'hui qu'elle meurt. Mais je ne m'aperçois qu'aujourd'hui. La trahison la tue en moi. Mais comprends-tu qu'à présent, je n'ai plus rien, moi, plus rien qui tient en moi? Et où suis-je en ce moment? Qu'est-ce que je fais ici? Tu n'es pas ma fille, je l'apprends aujourd'hui. Oh, quel aveugle j'ai été. Je n'ai jamais rien été, je ne suis plus rien, je ne suis plus rien, même une morte, plus rien. J'ai vécu dans une illusion et sans aucun soutien. Vous les avez tous enlevés, tous, ils vous semblent inutiles. Avec dédain, avec mépris, vous me laissiez m'appuyer sur cette morte pour représenter avec exagération ce que vous appeliez ma comédie. Quelle chose absurde. Mais si seulement vous me l'aviez dit. Vous me l'avez dit peut-être. Non, explicitement, jamais. Vous auriez pu me le dire explicitement, je n'aurais peut-être pas compris. Ah oui, vous avez cru qu'il n'y avait rien à me cacher parce que je savais tout. Si nous avions une minute soupçonné le contraire. Si vous avez cru que je n'étais pas une canard. Oh, je t'en prie. Mais tu ne sais donc pas ce qu'à présent, je suis capable de faire. Quoi? Mais des choses que je ne sais pas moi-même. Je suis comme vidé de moi, tu entends? Vidé de tout, je n'ai plus rien en moi. Mais alors, en sortant d'ici, ce qui peut naître, moi je ne sais pas. Tais-toi, calme-toi. Tu trembles. Allons, je puis devenir pour toi celle que je n'ai pas été jusqu'à présent. Et lui? Que voudrais-tu faire à présent contre lui? Ah oui, n'est-ce pas, il m'a payé? Non. Mais si, payé ma femme, payé ma fille. Mais non. Comment non? Mon dévouement pour lui, je l'adorais comme le soleil. Après tant d'années, te venger. C'est ce que je vois. Écoute, elle venait de mourir. Il était fou. Morte en 3 jours par sa faute à lui. Il avait obligé à venir au cirque. J'avais 3 ans. C'était l'hiver et le très froid à la sortie. Il y a 3 jours. Alors qu'elle était déjà mienne, tu entends toute mienne. Je ne voulais plus qu'il vînt chez nous. Elle me grondait parce que je n'avais pas le courage de l'empêcher de venir. Je comprends, il avait été mon chef. Alors que j'ai perdu. J'étais sous ma présence, vidé de moi-même. Eh bien, sais-tu ce qu'il fit, Palma? Il me chassa de la chambre mortuaire, oui. Il m'obligea à aller près de toi, de t'appeler ta maman. Il me dit qu'il la veillerait. Il me laissait jeter dehors, mais au milieu de la nuit, comme une ombre, je me glissai dans la chambre. Il était là, le visage enfoui contre le rebord du lit. Il a d'abord écrit. J'ai le sommeil avec la nuit, mais en regardant mieux, je vis son corps soulevé, de sanglots étouffés. Il a pleuré, j'ai entendu pleurer là, au milieu. Et je ne comptais pas, moi, tant j'étais sûr de lui, sûr de l'amour de cette morte. Je n'avais pas encore pu pleurer. Et en voyant ses larmes, les miennes jaillir. Mais lui, d'un bond, se leva, et comme je tendais les mains pour l'embrasser, il me repoussa avec rage à coups de poing.
Je reste tombé dans mon aveuglement. Je pensais qu'il allait durement et qu'il ne pouvait me voir pleurer parce que mes pleurs l'accusaient du malheur dont il était la cause. Laissez pleurs, il va me les payer. Il va me le payer à présent. À présent? Mais j'apprends tout à présent. Et après tant d'années, c'est absurde. Où Je vas-tu? ne sais pas. Que veux-tu faire? Je ne sais pas. Reste encore Non, ici. non, non. Ici, reste encore à causer avec moi. Avec toi et pourquoi? Mais entre nous, tout est fini. Non, je puis encore être pour toi celle que tu me croyais. Par peur. Non. Par pitié. Non plus. Mais tu n'es rien pour moi. Je ne suis rien pour toi. Plus rien. Ah, si tu savais comme je le sens à présent, tout d'un coup, que depuis tant d'années, je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Rien. Jusqu'au petit jour, j'attendrai. Oui, monsieur le sénateur, c'est vous que j'attends. Monsieur le sénateur, il va payer. Il tarde encore, monsieur le commandeur. Je me demande ce qui arrive. D'habitude, les autres soirs, à cette heure-ci, monsieur le sénateur est là depuis longtemps, à écrire ou à lire. Il est près de minuit. Mais oui, je me rappelle. Il est allé dans une me l'a dit. Et même il m'a demandé avant de sortir de dire à Madame la Marquise. Il assiste à une inauguration avec son... oui, avec l'autre, le comte Bongianni. J'étais là-bas quand ils sont partis. Une inauguration? L'inauguration d'un cercle, je crois, oui. Et il ne voulait pas, et puis cet autre... Il y a longtemps que vous êtes au service de monsieur le sénateur. Eh, ça fait une taille. Vous étiez déjà là du temps qu'il était député. C'est bien ça. Il va y avoir 25 ans. Alors vous vous rappelez quand elle venait ici. Petite, et ce ne sont pas les aventures qui manquent à un jeune député. Des femmes, et qui sait combien. Ah, dans son même temps, monsieur. Des petites poulettes mariées de frères. Et puis plus tard, quand il était ministre, de jolies femmes d'employés. J'étais son chef de cabinet, j'en ai vu de toutes les couleurs. Les places de confiance de ce genre, ça ne s'obtient pas sans donner certains gages, sans passer sous des fourches codines, monsieur. Ah, le temps passe et l'âge vient, monsieur le commandeur. Nos cheveux sont déjà blancs. On ne peut pas être et avoir été. Et maintenant, elle était belle. Monsieur le commandeur, vous ne devriez pas... Ses yeux, quand elle parlait, elle se passionnait. Une lucidité, une précision. Elle voulait dominer par son intelligence. Mais quand une femme est jolie, on admire sa bouche, ses yeux, et comme elle est bien faite, on sourit aux lèvres qui parlent sans écouter ce qu'elles disent. Elle s'en apercevait tout de suite, et elle rageait un peu d'abord, mais elle était trop femme pour n'en pas sourire. Son sourire croisait celui de l'homme qui regardait ses lèvres. Elle répondait au baiser que lui donnaient ses yeux. Et alors... Était-je le seul? Mais combien de fois l'a-t-il enlacé, embrassé dans ce bureau, hein? Monsieur... Oui, donc, les histoires, on sait bien. Ah, voilà, monsieur le sénateur. Mais comment? Quoi, ici, Martineau? Qu'y a-t-il? Il est arrivé quelque chose? Non, j'ai à parler. Encore? À l'heure qu'il est? Eh ben, vous pouvez aller dormir, Augusto. Bonsoir, messieurs. J'ai quelques précisions à te donner en 2 mots. Bon, serre-moi la main quand même. Tu ne m'as même pas dit bonsoir. Je n'ai pas besoin de ta main. Que signifie? Un moment, quand nous nous serons bien entendus, je te la serrerai à nouveau. À la fin, vas-tu t'expliquer? Eh, Dieu merci, pas besoin d'explication. Il s'agit d'un fait patent, indéniable. Tu étais sûr, comme tout le monde, que j'étais au courant, donc inutile de discuter. Martineau, que veux-tu dire encore une fois? Je suis simplement venu te donner 2 informations. Oui. Et satisfaire une curiosité. Une... Je ne te reconnais plus. Mais je crois bien, il y a 3 heures que je suis un autre. Mais qu'est-il arrivé? Rien. Tout est bouleversé, sans dessus dessous. Eh oui. Le monde qui se présente à vous d'un coup complètement neuf, comme vous n'aviez jamais rêvé, seulement peut-être qu'il pût être. Mes yeux viennent de s'ouvrir. Je vais causer avec
Palma. Tu n'en reviens pas. Je ne savais rien. Tu ne savais rien. Rien. Ni que ma femme avait été ta maîtresse, ni que Palma était ta fille. Que t'as dit Palma? Que tu lui avais révélé qu'elle était ta fille et que je le savais. Eh bien, N'est-ce pas la vérité? non. Ce n'est pas la vérité. Je ne savais rien. Ce n'est pas possible. Eh oui, c'est incroyable, mais c'est ainsi. Je ne savais rien. Il y a 3 heures que je me dis, comment aurait-il pu te le mieux faire comprendre? Ils te l'ont répété sur tous les tons, ils te l'ont témoigné ouvertement et encore de toutes les manières. Comment as-tu pu croire qu'un député qui ne te connaissait ni d'Ève ni d'Adam, devenant ministre, allait te choisir, toi, simple rédacteur de ministère, simplement parce que tu avais épousé la fille de son maître, pour faire de toi son chef de cabinet, et puis, après la mort de ta femme, chérir ton enfant, et oui, au point de la traiter comme sa fille, et de lui trouver un mari en lui constituant une dot magnifique. Je croyais à l'honnêteté de cette femme qui m'a quitté trop tôt. Comprends-tu? Mais je ne me serais douté de rien, moi, même si elle avait vécu. Et sais-tu pourquoi? C'est incroyable, mais c'est ainsi. Parce que pour moi, elle était honnête. Mais je croyais aussi à ton amitié. Comme à la lumière du jour, même si éclairés et si aveuglés. J'ai cru à ta vénération pour ton maître. Malgré la preuve du contraire que j'ai eue plus tard. La jolie vénération. Que veux-tu dire? Ça, c'est la seconde information que j'ai à te donner. Pour l'instant, un peu. Tu vas tout savoir. Alors, quand j'ai eu cette preuve en main, ça a été bien. Et quelle preuve? Quelle? Mais la preuve qui venait tout compliquer. Ma pauvre ingénuité jetée d'un coup parmi les épines qui la faisaient saigner, qui la déchiraient. Mais courageusement, malgré mes souffrances, j'ai arraché les épines, les recueillis et m'en fis un silice pour m'obliger à comprendre. Mais alors à comprendre d'une autre façon. Mais c'était encore là une explication digne de ma pauvre ingénuité. Bien entendu. C'est Palma et son mari qui téléphonent. Dis-leur de venir ici. Mais tu es fou, pourquoi? Parce que je le veux. À cette heure-ci? En automobile, il faut 2 minutes. Mais que veux-tu qu'il vienne faire ici? Ne vois-tu donc pas la hâte de Palma comme elle est pressée de te raconter son explication avec moi? Alors, décide-toi. Non, non. Si tu ne me dis pas Je d'abord... veux que nous nous entendions bien clairement tous les 4. Mais sur quoi? Tout n'est-il pas clair? Non. Pour l'avenir, il y a plusieurs décisions à prendre. Nous aurons tout le temps demain. Tout de suite. Bien. Allô? Allô? Buvez. Oui, oui, écoute, il est là, près de moi. Dis-leur de venir immédiatement. Mais oui, oui, malheureusement. Oui, oui, Palma, il faut mieux qu'ils viennent ici. Mais oui, tout de suite. Avec l'avion, naturellement. Tu refuses de venir? Non, non, elle dit qu'elle ne sait pas si l'auto est encore là. Oui, oui, c'est parfait, Palma. Alors, je t'attends. Fais vite. Sur quoi veux-tu que nous nous entendions clairement tous les 4? Nous commencerons d'abord par nous entendre tous les deux. Hein? De savoir. Quand tu as été... Mais laisse donc, Martino. Non, réponds. Taureau, après notre mariage. Réponds. C'était d'accord, n'est-ce pas, depuis son arrivée de Pérouse? Mais non. L'idée, à ce moment-là, ne m'en était même pas venue. Mais elle Non plus. Du moins, je n'en sais rien. Je ne crois pas. Alors ce fut quand tu as mis dans l'idée de recommencer à enseigner. Mais oui, mais oui. Le jour où je ne la trouvais pas à la maison en rentrant. À quoi vas-tu repenser à présent? Je voulais faire comme sa mère, me planter là, partir avec toi. Mais toi, hein, tu avais à faire ta carrière politique. Je te prie de taire, Martino. Et ce fut sur ton conseil que la brebis égarée retourna au bercail. Mais quel plaisir, trouves-tu? Mais c'est aujourd'hui que j'ai mal, aujourd'hui, en ce moment, comprends-tu? Je comprends, je comprends. Mais tout cela est fini depuis tant d'années, tant d'années. Elle est morte. Comme elle t'a détesté. Comme elle t'a détesté quand tu y es revenu. Elle s'était aperçue que ton ambition primait tout. Elle te haïssait. Mais oui, je sais bien. Elle détestait aussi le fruit de ton amour qui mûrissait en elle. Elle ne voulait pas être mère. Elle ne le voulait pas, je le sais. Elle a été ma maîtresse plus que la mère de cet enfant. Moi, toute raison d'étais, j'en souffrais pour la petite que je croyais à moi, née de notre réconciliation. Assez, je t'en prie, c'est fini. Fini, ah non, pour moi, c'est aujourd'hui que ça commence. Mais qu'est-ce qui commence? Tu vas le voir. Il m'a fallu 19 ans pour comprendre. Oui, à présent que tout était fini, vous me disiez, oh, très
très poliment, n'est-ce pas, comme il se doit entre gens bien élevés, Mais en personnes qui ont l'usage du monde. Mais oui, à présent qu'il n'y avait plus d'obstacle, n'est-ce pas? La femme était morte depuis 16 ans, la fille mariée, tout s'en définit, en effet. Ah, vous montriez la porte. Allez, au revoir, merci. Ah, non. Mon tour est arrivé. Oh, j'ai tout compris, hein, et tout mesuré. Mais Martineau, tu ne vois donc pas que tu déraisonnes? Ma lucidité est entière. J'ai réfléchi et bien réfléchi. Et je vois tout. Je parle, je bouge comme je sais parce que je ne puis m'en empêcher. Tiens, je suis comme un cheval emballé. Mais je me sens fouetté de toutes parts par les choses qui viennent brusquement de jaillir de l'ombre. Ah, mais je sais où je vais. Alors prends garde. Et avant tout, es-tu convaincu à présent que je ne suis pas le misérable que vous avez cru? Et pour qui vous m'avez fait passer aux yeux? Mais oui, et je ne vois pas. Est-ce que je peux faire? Rien du tout, penses-tu? J'aurais mieux valu pour moi tout découvrir, plutôt être vraiment un misérable pour en bien profiter. Mais je n'ai rien su. N'est-ce pas, et tu te dis qu'après 19 ans, tu tombes, mon cher. Tu voudrais en profiter maintenant. Mais non. Allez, sois tranquille. Même si je l'avais su plus tôt, je n'en aurais pas profité. J'aurais tué. Tu veux peut-être me tuer aujourd'hui. Je sais bien que je ne pourrais pas, je ne peux plus, non? Mais attends. Et oui, tu me dis en profiter maintenant. Comment pourrais-je? Comment pourrais-je encore à présent? Mais je ne sais pas. Je pourrais encore faire quelque chose pour toi. Quoi? Tu mériterais d'être tué pour ce que tu viens d'oser dire. Non, allons. Il y a peut-être un moyen. Encore moyen de m'en profiter. J'ai une idée. Voilà, Palma et son mari. Rien, Palma, rien. Tout est éclairci, tout est éclairci. Il a dû reconnaître quand je lui ai rappelé. Et c'est précis, les dates. Il s'était trompé. Tu n'es pas sa fille. Bah, dis-leur, Salvo, qu'elle est ma fille. Déclare-le à haute et intelligible voix. Dis-leur que c'est vrai, Salvo, que tu as été obligé d'en convenir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. As-tu compris, Flavio? Oui. J'ai compris. Je veux dire, as-tu compris que tu dois le respect au père de ta femme, qui est le père de ta femme? C'est moi. Mais oui, j'ai compris. Et qu'il ne faudrait pas maintenant te risquer à m'accueillir comme un intrus. Comme un acteur qui n'a jamais su jouer son rôle de mari trompé, content. Celui de l'ami, celui du veuf, du père, du beau-père. Je l'ai joué mal, naturellement, je ne savais pas que je l'ai joué. Mais à présent que je le sais, à présent que je le sais, vous allez voir comment je vais les jouer. Comment, mais alors? Mais que dit-il? Ce que je dis. Je dis, Salma, je dis que ta mère, la trahison, oui, hélas, c'est vrai. Mais le reste, non. Non. Alors personne ne dit mot. Et non, Palma, ce n'est pas vrai. Alors, dis la vérité, ça ne te fait dire plaisir. Vraiment? Vraiment? Je sois ton père. Mais oui. Moi, non pas Salvo. Je t'ai dit oui. Quoi que je ne sois qu'un pauvre homme que jusqu'ici tu méprises. C'est précisément pour cela. Un homme que tout le monde mépriserait toujours. Je comprends bien que je ne pourrais plus faire croire à personne que j'ignorais tout. Si je le disais, on me rirait étonné. Mais moi, je le crois. J'ai cru tout de suite dès que tu m'as parlé. Et je le crois d'autant plus que ce que Salvo supposait n'est pas vrai. Tu vois. Tu vois. C'est horrible. Une chose qu'on apprend et tout est changé. Notre situation jusqu'à ce soir était la même. Moi, je me croyais ton père, et toi, tu me méprisais parce que tu savais que tu n'étais pas ma fille. Eh bien, à présent que tu commences à me croire ton père, oui, là, que tu te tournes vers moi, tout changé, c'est moi qui ne peux pas. Tu ne peux pas te prendre dans mes bras parce que je sais que tu n'es pas ma fille, et que je joue la comédie pour Salvo, pour ton mari et pour toi. La comédie? Et alors, je joue la comédie. Je la joue bien, n'est-ce pas? C'est bien qu'à un moment, vous l'avez cru vrai. Mais moi-même, sans le vouloir, je pleurais de malheur. Ce n'était pas vrai. Non, Flavio, ce n'était pas vrai. J'ai essayé, je ne peux pas, ça me dégoûte, tiens, ça me fait pleurer. Et alors, fini, ça suffit, Martineau. Monsieur le sénateur n'est pas satisfait. Mais pourtant, en défaut du drame qui a traversé ma vie sans que je m'en aperçoive, et que je ne puis plus jouer, c'est trop tard. J'aurais au moins le droit de jouer cette comédie. Oh, sois tranquille, je ne peux même plus jouer la comédie. Oh, je sais trop bien, si je n'avais pas tout dévoilé moi-même, que tu te serais précipité chez eux demain matin pour leur dire que tu avais été obligé de faire semblant par pitié pour moi de reconnaître ton erreur.
Et tu les aurais convaincus de faire semblant d'y croire, eux aussi. Imagines-tu, Martino? Je ne suis pas un imbécile. Personne ne l'a jamais pensé. Si vous vous étiez contenté de me croire un misérable, mais non, ce n'était pas suffisant. Vous m'avez pris pour un imbécile. J'ai parfaitement pu être un imbécile tant que j'ai cru à des choses pures et sacrées. Pas l'honnêteté. L'amitié. Ah, mais maintenant c'est fini. Et si pour me venger, je pouvais consentir à passer encore aux yeux de tous pour le misérable que vous disiez, je ne pourrais plus être timide, humble, effacer ce pauvre homme qui allait chaque jour au cimetière. La bonne farce. Et comprenez-vous à présent, c'est clair, oui? Alors, comment vivre à présent? Mais pourquoi parler ainsi, Martino? Puisque toute la vie passée est bien finie. Précisément, si tout est fini, je ne peux plus vivre. Descendez fini puisque je ne peux plus détruire ce que j'étais pour les autres. Mon corps, mes yeux qui regardaient sans voir ce que j'étais pour tout le monde. Cette main que je tendais sans savoir que c'était la main d'un homme qui inspirait le rire et le dégoût. Comment pourrais-je maintenant regarder les gens en face, leur tendre la main? Mais c'est moi qui maintenant me dégoûte et me fait horreur. Et quel dégoût de moi-même. C'est que je me vois, que je me touche. L'homme qui n'est pas lui-même, qui n'a jamais été lui-même. Fuir, m'en aller. Où veux-tu aller, Martino? Ah. J'oubliais, il y a autre chose. La seule chose que je puisse encore contre toi, salvo Manfroni, ce genre, ce n'est pas pour moi, moi je m'en moque. C'était pour te prouver que je ne suis pas un imbécile. Je vais me venger à 3. Et je me venge de la seule façon qui me reste. Je vais te faire ce que tu m'as fait, salvo, te laisser vivant. Mais comme tu m'as laissé vivre, dépouillé de l'estime de tous, je vais te démontrer que nous deux misérables, c'est toi. Sois pas de ma épouse. Cet homme que tu glorifiais d'avoir pour père est un misérable. Et non pas seulement qu'au dessus, mais non. Il y a autre chose, c'est un voleur. Quoi? Moi? Un voleur, tu es un voleur! C'est un voleur, Palma. Il a volé Bernardo Agliani. Moi? Oui, il peut rire, j'ai la preuve à la maison. On te l'a fait croire. C'est à Pérouse qu'elle était fabriquée, ta preuve. Ah non, mon cher, elle est de la main d'Agliani lui-même. Tous les papiers d'Agliani sont ici, dans mon bureau. Pas tous. Tous. Non! À moins que tu ignores les autres. Que j'ignore. Je te trouve le salvo. Non, tu n'as pas à lire. Tu rougis maintenant. Ce qui se pourrait qu'Agliani, dans des notes postérieures... Non, ils sont antérieurs. C'est la première ébauche du texte que tu as dû en main. Dans les notes que j'ai là, il n'y a rien. Elles ne sont plus toutes. Mais toutes, Martino, toutes. Celles que tu as bien voulu conserver, tu as dû détruire les autres. C'est une calomnie. Mais je puis prouver ce que j'affirme. Me prouver quoi? Qu'Agliani a eu la même idée que moi? Tu commences à avouer. Mais il n'a pas eu la même idée que toi, il est seul à l'avoir eu. Et tu t'en es emparé, toi, tu te les appropriés. Oui, Salma, j'ai les notes dans mon tiroir, j'en y tiens toute une pile, hein. Bien. Prouve ce que tu avances. Je défie de trouver dans les papiers d'Agliani qui sont ici la moindre trace de ma découverte. Ah non, prouve. Tu n'y es plus, à présent tu me défies. On ne défie pas un pauvre homme tel que toi. De toi et de moi, qui croira-t-on, hein? Si j'affirme que j'ai ignoré, et c'est la vérité, les notes dont tu parles, et si je montre les seuls papiers que j'ai de lui... Mais malheureusement pour toi, il y a ton livre. Mon livre. Ton livre qui porte témoignage. Moi, on ne me croirait pas, mais ton livre. La preuve est là. Dans mon livre. L'évidence du vol m'a sauté aux yeux sans que je l'ai cherché. Et oui, en confrontant mes papiers et ton livre. Je ne m'abaisserai pas à te répondre. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai fait cette découverte. Si je me suis tué, c'est pour Palma. Et c'était à cause du bien que tu faisais à ma fille. J'ignorais encore son autre crime dont celui-ci n'est peut-être qu'une conséquence fortuite. C'est que, vois-tu, tu n'as jamais connu la passion, toi. Ces papiers d'Agliani sont servis d'abord à cacher ton intrigue. Mais oui, c'était un prétexte pour passer tes journées chez moi auprès de ma femme. Veux-tu que je publie, si tu n'as rien à redouter, les notes que j'ai dans mon tiroir sans y ajouter une virgule? Je te les aurais remis déjà, ces papiers. Oui, donnez-moi, je les publierai, reconnaissant ainsi aux yeux de tous. Toi, ton vol? Je n'ai pas volé. Personne ne le croira. Mais naturellement, entre toi et moi... Eh bien, écoute, Salvo. Il me suffit que Palma le croie et je lui dis. Moi qui me suis tu pour elle et qui demain me tairai pour toujours. Oh, que m'importe ton livre et qui l'a écrit toi-même. Palma, me crois-tu? Oui. Tu me crois? Lui, tu ne me crois pas? Non, je ne le crois pas. Ça me suffit.
ne publierai rien, je ne ferai rien. Oui, j'étais venu ici pour faire toutes sortes de choses. Contre toi, Salvo, contre tout le monde. Toutes les armes me sont tombées des mains. Mes armes. Je n'en ai pas même une épingle. À quoi bon d'ailleurs? Que Salvo Manfroni a fait si mesquin, si médiocre, si vilain. J'en ai honte moi-même à présent. Palma, tu me crois? Oui. Peu. Adieu. Non, non, je saurais t'empêcher. Que ça suffise, oui, pour vivre. Non. Pour Non. vivre. Et comment non? Ici. Puisque tu as maintenant toute mon estime, toute mon affection, tout notre respect, n'est-ce pas, Flavio? Oui, certainement. Mais désormais, je ne puis approcher sans mensonge celle qui, après sa faute, s'est repentie et l'a racheté de tant d'amour. Mais cet amour, c'est la seule chose authentique et vivante que j'ai eue après le crime. Tout le reste n'a été que mensonge. Celle qui m'a trahi est la seule qui ne m'est pas trompée. Je ne pourrais, sans vous mépriser, me mêler encore à votre Mais vie. non, pourquoi parler de mépris? Il n'y a plus place pour le mépris. Ce que tu disais tout à l'heure, l'erreur de Salvo Manfroni, l'erreur qu'il commettait en me croyant sa fille. Ce n'était pas vrai. Et pourtant, je l'ai cru tout de suite, en entrant ici avec Flavio. Tout le monde croira comme nous. Et c'est moi qui m'emploierai à en convaincre tout le monde, pour que tout le monde ait pour toi le respect qu'il mérite. Quoi? Mais Palma, tu ne pourras pas dire. Quel besoin y a-t-il de dire les choses? On me verra près de toi, comme on ne m'a jamais vu. Et alors tout le monde croira. Mais moi, Palma, je ne pourrais pas le croire. Oh, c'est toi aussi, tu seras forcé de le croire. Moi, comment? Mais parce que c'est vrai. Mon amour pour toi est vrai maintenant. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une erreur. Mon affection, mon estime sont une réalité dans laquelle tu peux vivre, qui s'imposera à tous et à toi-même. N'ai-je pas raison, Flavio? Mais oui, c'est juste. C'est juste. Il en sera ainsi. La comédie, alors. Non, non pas une comédie. Mon affection bien réelle te dit. Flavio, dis-lui que ça va aller. Mais oui, parfaitement. Tout ça va aller. Le mieux du monde, Flavio. Allons, tu dois être brisé de fatigue. Viens avec nous. Nous t'accompagnerons jusque chez toi. Il est déjà très tard. L'automobile est en bas. C'est moi, en automobile. Tout pour le mieux, alors. Le mieux du monde. Trois interprètes de la pièce que vous venez d'entendre, Tout pour le mieux de Pirandello, répondent maintenant aux questions d'Olivier Mercier-Coin. Je pense, Roland Chenaille, que la clé de votre personnage, peut-être, c'est cette phrase de Laurie quand il dit « L'homme qui n'est pas lui-même, qui n'a jamais été lui-même ». Et devant cette phrase, je me demandais si c'était pas, peut-être, pour Pirandello, une façon de définir les comédiens, qui sont les autres. Oui, ça c'est évident, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain degré. Parce que si, au départ, le comédien n'est pas conscient de tout ça, n'est-ce pas, et s'il ne l'accepte pas, en toute humilité, il ne peut guère aller loin. C'est difficile pour lui de composer. Il faut donc au départ, n'est-ce pas, il s'oublie lui-même justement pour épouser la peau d'un autre personnage, avec toutes les exigences de l'auteur, et encore des exigences techniques dans le médium dans lequel il évolue, disons. Est-ce que vous aviez déjà joué des œuvres de Pirandello? Oui, j'en ai joué déjà quelques-unes. Je ne me rappelle plus malheureusement les titres, mais j'en ai joué quelques-unes. Écoutez, Pirandello, c'est un gars extraordinaire. On le disait, il était à l'avant de son temps et tout. Mais le personnage que j'interprète, là, Laurie, l'homme qui n'est pas lui-même, n'est-ce pas, il se découvre après 19 ans d'une vie un peu spéciale. Donc l'homme qui n'est pas lui-même, qui n'a jamais été lui-même. Alors le gars a à fuir, m'en aller vite. Qu'est-ce qui lui reste dans la vie, le gars? Allez, il est sincère, bien sûr, mais s'il continue avec cette idée fixe, ben, il va se détruire. Alors les gens à côté essaient de le ramener à la réalité, parce que le mensonge aussi fait partie de leur vie. C'est pas, il compose. Alors lui aussi a composé dans un sens. Il était dans le vrai par rapport à lui-même, il était sincère par rapport à lui-même, mais il était stupide, et je ne dirais pas fou, mais stupide par rapport aux autres. Je dis, ah, quelle bête noire que ce gars.
Et Il est sûrement, c'est un écorché vif et il est sûrement un masochiste. Oui, enfin oui. Puis alors, dans cette espèce de masochisme, n'est-ce pas, qui est sien, il y a certainement à la base une espèce de bonté. Parce qu'on doit reconnaître qu'il a quand même raison dans son drame. Mais c'est que face aux autres, justement, il ne s'y retrouve plus. Alors les autres sont devenus des êtres détestables, n'est-ce pas, face à lui-même, je veux dire. Parce que lui se voit comme un pur, un être vraiment bon. Pleinement bon. Alors que Salvo Manfroni représente le mal, par exemple. Oui, mais il essaie quand même de se le faire accepter, le mal, lui, par les autres à côté qui l'entourent et qui savent bien quand même un petit peu qu'il n'a pas toujours été des plus beaux. Mais ce qui ne me semble pas parfaitement logique chez le personnage que vous interprétez, c'est le fait qu'il découvre la supercherie de Manfroni, le fait qu'il a commis un plagiat, et il continue d'admirer Manfroni comme s'il voulait parfois lui emprunter un peu de sa force et de sa méchanceté. Il se sent faible d'être bon, peut-être. Mais voilà, mais aussi c'est qu'il a de l'admiration pour cet être qu'il trouve fort. C'est justement. Mais ce qui fait qu'il ne va peut-être pas plus loin, lui, n'est-ce pas? C'est qu'à un moment donné, il se rend compte, d'ailleurs, ça éclate et c'est le drame, qu'il ne l'est pas. Bon, et que peut-être son admiration est vaine et laide. Et c'est que justement, son admiration fait qu'à un moment donné, lui, disons qu'il en a été l'élève de ce maître, qui est Manfroni, c'est lui qui, à sa place, on en causait encore hier, c'est lui qui, à sa place, prend le dessus, n'est-ce pas? Il devient une espèce de Manfroni, mais bon, à sa façon, avec des arguments, évidemment, qui ne mentent pas, qui font qu'il a raison. Je voudrais poser quelques questions, aussi, je vous en prie, à Monique Miller et à Jean Doyon. Monique Miller a joué, n'est-ce pas, à la télévision déjà du Pirandello, et je pense que c'est bon signe, et Jean Doyon a joué du Pirandello à la radio dans le cadre de cette émission sur toutes les scènes du monde. Vous avez joué on ne sait comment, n'est-ce pas? Et je pense que c'est bon signe, par exemple, après une représentation de Pirandello, les comédiens se posent des questions, cherchent des pistes avant, d'abord quand il s'agit de jouer le rôle, et après je pense qu'on se pose encore des questions. Quand vous avez joué, par exemple, vous, Monique Miller, ce rôle écrasant dans Comme tu me veux, n'est-ce pas? Vous aviez un choix, je pense, à faire entre deux interprétations à un moment donné. C'est Fugère, n'est-ce pas, qui a réalisé ce texte? Oui, nous avions un choix, mais il reste que, comme nous disions tout à l'heure, c'est chacun sa vérité. Je pense qu'en parlant de l'œuvre Tout pour le mieux, comme vous venez de le faire, vous avez un peu résumé le grand thème de Pirandello, qui est justement ça, chacun sa vérité. En le jouant, il faut quand même choisir une interprétation telle qu'on le croit, mais il n'y a qu'une façon de le faire, je pense, une fois qu'on le fait, et les gens croient ce qu'ils veulent, ce qu'ils croient, tout simplement. Comme je parlais avec Jean Doyon tout à l'heure, lui se voit d'une façon, moi je le vois d'une façon, et lui croit que je le vois d'une façon qui n'est pas celle précisément qu'il imaginait ou que j'imaginais. C'est ça, Pirandello, tout se résume à ça. Tout est toujours vrai. Mais au théâtre, ou plutôt à la télévision ou à la radio, vous devez faire ce choix, c'est évident. Mais j'imagine, par exemple, que si vous deviez travailler avec le Berliner Ensemble, où, comme vous le savez, les comédiens jouent et répètent pendant un an et jouent de 36 façons différentes selon certains soirs leurs personnages, il vous serait possible, par exemple, de varier d'un soir à l'autre. Et vous auriez peut-être, Jean Doyon, cette tentation, en jouant du Pirandello, de varier votre interprétation d'un soir à l'autre à cause de l'extrême richesse et de la grande complexité des personnages que vous avez joués. À ce moment-là. Remarquez, ce serait très bon pour le comédien, parce qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être y ajouter une petite touche de fantaisie, ce qui n'est pas détestable en soi. On est très souvent tenté de le faire, mais là, à ce moment-là, c'est peut-être au détriment de l'auteur. Quand on est comédien, il faut savoir écouter. Et Jean Doyon, j'aimerais bien que vous disiez quelque chose. Merci. Il me semble que, oui, dans Pirandello, il y a moyen de changer journellement, disons, l'interprétation sensiblement, parce que je suis frappé, moi, par la fluidité du style de Pirandello. On dirait que les choses, d'instant en instant, chaque personnage, ses sentiments peuvent prendre une direction, plusieurs directions à chaque moment, parce que c'est toujours un esprit qui quête la réalité de ce qui existe, de ce qui est en train de se passer ou de ce qui s'est passé dans le passé. Et à ce moment-là,
la façon sensible dont cette quête est faite peut être, il me semble, infiniment variée. Ce qui fait qu'il est très moderne, je pense, c'est qu'on peut le rapprocher du nouveau roman, où on n'a pas tellement de points de repère, où on ne sait pas toujours ce qui est le réel ou l'irréel. Ce qu'on est soi-même, ce que le monde est, oui, les questions qu'on se pose, oui, sans doute. Quoique je ne connaisse pas tellement le nouveau roman pour ma part. Eh bien, Heureusement ou malheureusement, Pirandello, ici, si on le joue, on peut le jouer un mois. Des fois, en un mois, il faut se contenter de l'interprétation qu'on a trouvée et essayer de la bien faire tous les jours. Très souvent, on le fait une fois à la télévision, on a travaillé un mois et demi. et à la scène, Monique Miller, c'est Vétir ceux qui sont nus. Oui, que j'avais d'ailleurs fait ici, à Sur toutes les scènes du monde, avant, à la radio, un an avant. On l'a fait ensuite à la scène. Mais je veux dire, on l'a joué un mois. Si on avait joué un an, peut-être qu'on aurait plus découvert. Et il y a certains comédiens qui ont joué dans Chacun à sa vérité, qui m'ont confié que d'un soir à l'autre, ils n'étaient pas sûrs exactement des intentions de l'auteur. Ah, ça, je le crois. Ah oui. Alors pour le public, c'est déroutant. Mais c'est comme la vie, on ne sait pas où ça va, jamais. Pour le public et pour nous aussi, c'est évidemment ça. Eh bien, Roland Chenaille, Monique Miller, Jean Doyon, je vous remercie.